Les cyanobactéries, ce sont des bactéries microscopiques, bien sûr, mais qui sont fondamentales dans l'évolution de la Terre et de la vie. Dans ce cours, on va voir ce qu'est une cyanobactérie, quand elles sont apparues et comment on peut retracer leur évolution au cours du temps, et enfin, quel impact elles ont eu sur l'évolution de notre planète et de la vie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une cyanobactérie? Donc, une cyanobactérie, c'est un type de bactérie qui a une architecture cellulaire de type prokaryote, c'est-à-dire que l'intérieur de la cellule est relativement simple, l'ADN n'est pas dans un noyau, on n'a pas d'organites à l'intérieur de cette cellule, même si on a différents compartiments qui vont servir notamment au métabolisme de cette bactérie. Or, ces bactéries montrent quand même une certaine différenciation cellulaire, ça veut dire qu'elles ont différents types de cellules. Vous voyez en bas à gauche sur cette photo un filament, donc une suite de cellules attachées les unes aux autres. Certaines sont plus épaisses, plus arrondies. Il s'agit d'un hétérocyte qui est un compartiment spécialisé pour fixer l'azote de l'atmosphère, tandis que d'autres compartiments plus allongés à droite s'appellent des akinètes, ce sont des kystes de cyanobactéries. Toutes les cyanobactéries ne font pas ce type de cellules. Alors elles ont une morphologie assez variée, elles peuvent être unicellulaires ou multicellulaires. Elles ont une diversité de pigments qui servent à la fois à la photosynthèse, donc à capter la lumière du soleil comme source d'énergie, pour produire de la matière organique et libérer de l'oxygène dans ce cas-ci, il s'agit de photosynthèse oxygénique. Elles ont également d'autres pigments qui servent un peu d'écran solaire, qui sont photoprotecteurs et qui leur permettent de survivre dans des conditions parfois assez difficiles, soumises à des radiations UV intenses. Elles sont très importantes dans les chaînes trophiques de la vie sur la Terre, de la biosphère, puisque ce sont d'importants producteurs primaires du plancton. On en trouve également dans le benthos, donc elles vivent aussi attachées à du substrat. On va en voir des exemples. Elles sont ubiquistes, on les trouve dans les eaux douces, les eaux marines, dans la neige, dans les sols, sur des surfaces rocheuses, dans d'autres organismes, dans la roche, on appelle ça des endolites. Elles sont parfois toxiques. Quand elles se reproduisent très fort dans certains endroits, elles vont produire des cyanotoxines. Et par contre, elles ont aussi des aspects positifs. Elles sont parfois utilisées comme complément alimentaire, notamment la spiruline, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà des photos d'habitats utilisés par les cyanobactéries. En haut à gauche, vous voyez un plongeur qui nage dans un lac en Antarctique. Donc les petites structures rouges que vous voyez dans le fond du lac, ce sont des structures construites par des cyanobactéries qui font de la photosynthèse à travers la glace dans cet environnement un peu extrême. En haut à droite, vous voyez ce qu'on appelle des croûtes de désert. Donc là, les cyanobactéries forment des croûtes. Elles sont protégées de nouveau d'un environnement où les UV sont assez intenses et elles vont en plus stabiliser les sols. Donc bien souvent, dans les parcs nationaux, par exemple, on demande de ne pas marcher n'importe où pour ne pas détruire ces formes de vie microscopiques, mais de nouveau très importantes. En bas à gauche, on voit un bloom de cyanobactéries. Donc quand vous voyez de l'eau vert fluo comme ça, c'est qu'il y a un bloom, c'est-à-dire une reproduction intense de cyanobactéries. Et lorsqu'elles sont très nombreuses, elles vont non seulement pomper l'oxygène de l'eau et rendre les eaux anoxiques, mais en plus produire des toxines qui vont tuer les poissons et les animaux qui mangent ces poissons, par exemple. En bas à droite, on voit des femmes autour du lac Tchad, en Afrique, qui cultivent les spirulines. Donc, c'est un apprentissage qui existe dans leur culture depuis très longtemps, mais qu'on a commercialisé dans nos pays occidentaux pour en faire des compléments vitaminés. Alors voilà quelques exemples de morphologie. On voit qu'elles peuvent être filamenteuses et même avoir des branchements, donc elles peuvent être assez complexes, ou elles peuvent être simplement des petites boules, des petits cocoïdes, des petits bâtonnets. Elles adorent aussi vivre en communauté et former ce qu'on appelle des tapis microbiens. Alors on voit en bas de cette dia des exemples de tapis microbiens. Vous voyez des structures laminées avec différentes couleurs. Chaque étage, en fait, dans ces tapis microbiens correspond à des communautés différentes et des métabolismes différents. Les cyanobactéries, elles vivent au-dessus parce qu'elles ont besoin de la lumière, elles produisent de l'oxygène, mais leurs déchets servent aux habitants d'en dessous et ainsi de suite à chaque étage. C'est vraiment super écologique, c'est du recyclage. Alors ces tapis microbiens, ils peuvent également précipiter des minéraux qu'on appelle des carbonates et former ces structures rocheuses macroscopiques que vous voyez là, qui s'appellent des stromatolites. Donc les stromatolites modernes, ceux-là sont des modernes aujourd'hui, ils sont formés par des cyanobactéries, mais aussi d'autres micro-organismes du domaine des archées et des eucaryotes et d'autres bactéries. On va voir que dans le temps en plus ancien, on va en trouver, mais qui ne sont pas forcément formés par des cyanobactéries. Les cyanobactéries aiment former des tapis, donc elles vivent en communauté avec d'autres organismes, comme dans cet exemple ici
dans un lac en Antarctique. Dans ce lac, on va pouvoir prélever des carottes de sédiments et regarder comment la diversité vivante du sommet de cette carotte est préservée au cours du temps dans ce sédiment. Et on va ainsi voir que ces cyanobactéries produisent des pigments qui sont uniques à elles, qui leur permettent de se protéger des UV, de faire la photosynthèse, et qui peuvent être également préservés et fossilisés. Ce sont des signatures de cyanobactéries que l'on va rechercher dans des roches plus anciennes. Les cyanobactéries vivent également sur et dans les roches, à la surface par exemple de murs. Vous voyez en bas à gauche une image d'un mur calcaire en Belgique où on a ces taches noires. On voit également ça sur des monuments historiques. Elles peuvent un peu détruire les monuments historiques également, en formant ces tapis, mais cette fois-ci sur cette surface, et produire des pigments particuliers qui vont les protéger des UV ou leur permettre de faire la photosynthèse. En haut à gauche, vous voyez des cyanobactéries qui poussent en dessous de la glace, en Antarctique de nouveau. Donc la glace fond un petit peu sous la surface et elles se font une petite bulle protégées où elles vont pouvoir faire la photosynthèse à travers la glace, vivre, avoir des nutriments qui leur permettent de vivre dans cette niche particulière. Les photos de droite vous montrent un autre type d'habitat. Là, on est en Croatie, on est dans des roches calcaires et les cyanobactéries, elles vivent dans la roche. Donc elles arrivent à capter la lumière dans la roche, de nouveau grâce à des pigments que l'on peut caractériser avec toutes sortes de techniques, comme la microspectroscopie Raman. Vous voyez quelques images là de spectres et de cartes Raman, et ce sont des choses que l'on va pouvoir faire dans des roches plus anciennes pour retracer l'évolution des cyanobactéries. Quand est-ce que les cyanobactéries sont apparues? Comment est-ce qu'on peut retracer leur évolution au cours du temps? En fait, on peut utiliser différents types de traces. On peut utiliser des traces indirectes et des traces directes de cyanobactéries. Les traces indirectes, ce sont des traces géologiques et géochimiques. En étudiant les roches au cours du temps, on se rend compte que la chimie des océans et de l'atmosphère a complètement changé à partir d'environ 2,4 milliards d'années. On a différents indicateurs qui vont nous montrer cela. À partir de ce moment-là, la couche d'ozone a été formée aussi dans l'atmosphère grâce à l'oxygène libéré par ces fameuses cyanobactéries. Tout cela peut être détecté donc, par des indices chimiques, géochimiques et géologiques. Donc ça nous donne un âge minimum pour l'apparition de la photosynthèse oxygénique produite par les cyanobactéries. Ça veut dire qu'elles sont apparues avant ça. Les traces directes, bien, ce sont des traces fossiles, bien sûr, donc des microfossiles que l'on peut identifier comme les cyanobactéries. Alors, les plus anciens datent de 1,9 milliard d'années. Avant cela, bien sûr, on a des microfossiles qui sont probablement des cyanobactéries, mais on n'en est pas sûr, parce qu'ils ne préservent pas assez de caractères qui permettent de les identifier sans ambiguïté. On a également ces grosses structures rocheuses dont je parlais tout à l'heure, les stromatolites, qui existent depuis 3,5 milliards d'années. Cependant, ils sont petits, différents de ceux qui viendront plus tard, et ils peuvent être produits par des organismes qui font de la photosynthèse, mais qui ne produisent pas d'oxygène, d'autres types de bactéries. Donc on n'en est pas sûr. Dans le registre fossile, les stromatolites vont devenir plus complexes et beaucoup plus grands à partir de 2,7 milliards d'années, et là on pense que les cyanobactéries étaient là. On a d'autres indices par ailleurs qui indiquent qu'il y a un peu d'oxygène dans l'atmosphère et dans les océans. Et enfin, le dernier moyen est d'étudier les gènes des cyanobactéries actuelles, de construire des arbres d'évolution génétique, ce qu'on appelle des phylogénies moléculaires. Grâce à cela, on peut essayer de mettre des hypothèses, se projeter dans le temps et voir quand les cyanobactéries ont pu apparaître. Ces phylogénies moléculaires et la géochimie des roches nous suggèrent que la photosynthèse oxygénique serait apparue plus tôt que 2,4 milliards d'années, peut-être déjà à 3,2 milliards d'années, mais tout cela est encore débattu. Alors voilà des exemples de microfossiles magnifiques, identifiés comme des cyanobactéries. Vous voyez à droite l'exemple des plus anciennes cyanobactéries. Comment peut-on dire que ce sont des cyanobactéries? En fait, ce sont des colonies de cellules qui sont préservées en 3 dimensions dans des stromatolites silicifiés, donc transversés d'un fluide riche en silice. Ces colonies de cellules préservent leur mode de division, leur orientation vers la lumière, toutes sortes de caractères qui sont uniques aux cyanobactéries modernes. On peut directement les comparer à des cyanobactéries modernes. À gauche, on voit des exemples de fossiles qui sont soit des cyanobactéries fossiles, soit qui pourraient en être. Les stromatolites, j'en parlais tout à l'heure, voilà les plus anciens dont personne ne discute l'origine biologique. Par contre, ils sont très petits et on n'a pas de preuve directe que les cyanobactéries étaient impliquées dans leur construction. Donc, cyanobactéries ou pas, on n'en sait rien. Ils datent de 3,4 milliards d'années. Plus tard, dans le temps, on trouve des stromatolites beaucoup plus gros. Vous voyez toute la colline à gauche, c'est un stromatolite.
À droite, vous voyez des stromatolites plus complexes avec des branches, différents niveaux d'embranchement. Donc ceux-là, on pense qu'ils sont créés par des cyanobactéries et de nouveau d'autres micro-organismes. Un stromatolite n'est pas un organisme, mais une communauté microbienne. On a d'autres structures qui peuvent être préservées dans des roches qui, cette fois-ci, ne sont pas carbonées, mais qui sont plutôt ce qu'on appelle des roches terrigènes. Donc ce sont là des structures qu'on appelle des MIS, donc en anglais, structures sédimentaires induites par des tapis microbiens qui vont fixer le sable et qui vont l'empêcher de bouger avec les vagues. Et donc ça va donner ces structures un peu en peau d'éléphant, cette texture bizarre que l'on va retrouver dans des roches parfois très très anciennes, jusqu'à 3 milliards 200 millions d'années. Mais de nouveau, est-ce que ce sont les cyanobactéries qui ont fait ces structures ou pas? C'est un débat. On peut également rechercher des traces moléculaires fossiles de cyanobactéries. Vous voyez dans cette dia, on explique comment certains lipides de la membrane de bactéries que l'on voit à gauche peuvent être préservés dans des roches, dans les sédiments. Ils vont subir, comme les cellules, une diagenèse, donc ils vont être transformés, mais les molécules, dans certains cas, peuvent être fossilisées. Elles sont un peu transformées, mais on peut reconnaître qui les a produits, on peut reconnaître leur origine. Les fossiles moléculaires les plus anciens de cyanobactéries, ils datent d'1,7 milliard d'années. On les a trouvés en Australie. Donc ils nous indiquent que les cyanobactéries étaient déjà là, mais bien sûr, on le sait, elles sont apparues bien avant cela. Ces molécules fossiles sont fragiles et donc ne peuvent pas être retrouvées dans des roches très anciennes parce qu'elles ne peuvent pas avoir subi trop de température élevée. Alors l'impact des cyanobactéries sur l'évolution de notre planète et de la vie est immense. La Terre et la biosphère seraient complètement différentes si les cyanobactéries n'étaient pas apparues. On voit sur cette figure un résumé de l'évolution de la concentration en oxygène de l'atmosphère au cours du temps. Donc vous voyez cette ligne pourpre avec tout d'abord aucun oxygène moléculaire, donc pas de O2 dans l'atmosphère. Et puis on en a un tout petit peu avec des petites pointes qu'on appelle des WIF. Donc la géochimie nous indique que de temps en temps, localement, on a une petite augmentation en oxygène liée à la photosynthèse oxygénique. Et puis on a cette grosse bosse que vous voyez sur la ligne qu'on appelle le GOE ou le Great Oxidation Event. Donc c'est une augmentation qui devient permanente dans l'atmosphère et dans l'eau de surface des océans du taux d'oxygène. On n'est encore qu'à 5% du taux actuel, donc ce n'est pas beaucoup, mais ce taux va rester. Et puis on continue dans le temps, on a une nouvelle augmentation pour finalement arriver aux concentrations actuelles. Un autre impact majeur de l'apparition des cyanobactéries sur notre Terre, c'est le fait que les cyanobactéries soient les ancêtres du chloroplaste. Au cours de l'évolution, une cellule eucaryote avale une cyanobactérie mais ne la digère pas. Et cette cyanobactérie va devenir une organelle de la cellule, ce qu'on appelle le chloroplaste, et qui va permettre à cette eucaryote de faire de la photosynthèse. Donc, apparition des premiers eucaryotes photosynthétiques il y a plus de 1 milliard d'années. Cette endosymbiose va se produire plusieurs fois au cours de l'évolution des eucaryotes et cela va mener à la diversification des algues que l'on connaît aujourd'hui, ainsi qu'à l'apparition des plantes qui sont un élément majeur de notre biosphère. Donc en résumé, les cyanobactéries ont un impact important sur l'évolution de notre planète et de la vie. Non seulement elles changent la chimie de l'océan et de l'atmosphère en produisant de l'oxygène qui est finalement un déchet de leur métabolisme. Alors cet oxygène va s'accumuler en fonction également de processus géologiques. Ceci va ouvrir de nouvelles niches écologiques pour la diversification d'autres organismes qui cette fois-ci tolèrent l'oxygène ou en ont besoin. Par endosymbiose, on va avoir apparition des premières algues et plus tard des plantes. Un certain taux d'oxygène va permettre l'apparition de la vie animale. La vie animale d'abord immobile et microscopique, et puis la vie animale mobile, de grands prédateurs, et la diversification de cette vie dont nous faisons partie notamment. On voit qu'à partir de petites bactéries, on peut changer carrément toute une planète.